Bon, me revoilà mes amis pour la partie 2 de cette actualité du mercredi 30 septembre. Pourquoi? Parce que ma vidéo était un peu longue et donc je me suis dit qu'elle risquait de ne pas passer. Donc je vous ai parlé aujourd'hui du placement de produits, notamment avec l'eau badois, placement de produits avec Strepsil ou l'isopaïne, ça c'est pour la gorge, parce que quand on a le Covid-19, eh bien, on a la gorge qui est attaquée, après ça va descendre au poumon, vaut mieux éviter. Il ne faut surtout pas que ça descende au poumon parce qu'au poumon ça devient grave. Donc pour avoir de bonnes défenses immunitaires, je rappelle la vitamine C, effervescente ou à croquer. La vitamine D, ne pas dépasser 5000 UI, donc pas dépasser 5000 UI, là c'est 2000 UI. 2000 UI ça peut suffire. Elle existe la vitamine C extraite à partir de la laine de mouton ou extraite à partir des poissons gras. Ça c'est la vitamine D3 extraite à partir du poisson gras et ça fait 5000 UI. Vous pouvez aussi acheter des multivitamines, voilà. Sinon je vous conseille une alimentation saine, une alimentation en base de légumes et de fruits frais, surtout des fruits frais et surtout pas de jus de fruits, voilà. Donc on va pouvoir attaquer maintenant cette deuxième partie qui concerne les actualités du jour. Alors je vais regarder comme d'habitude sur mon téléphone portable. Quotidien, quel hypocrite, un discours ahurissant, la twist offert se demande, c'est Jérôme Salomon. Donc là, j'ai cliqué dessus pour voir de quoi on parle. Sur quelle planète vit Jérôme Salomon? Ce mardi 29 septembre, Jérôme Salomon était invité sur le plateau du Quotidien afin de répondre aux questions de Yann Barthès et faire le point sur la pandémie de coronavirus. Ses propos ont rapidement déchaîné les internautes. Donc Jérôme Salomon, c'est qui au fait? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus qui est Jérôme Salomon. Directeur général de la santé. Donc Jérôme Salomon, c'est le directeur général de la santé. Ok. Qu'est-ce qu'il va dire comme bêtise? Donc apparemment, il a déchaîné les internautes. Il a lancé le message. Alors, l'homme qui a été mis en lumière pendant le confinement avec ses points presse quotidiens, Jérôme Salomon, c'est pas celui qui annonçait tous les jours le nombre de virus pour stresser les gens, qui a rendu les Français malades. Alors, il disait on peut freiner l'épidémie en profitant de la vie, mais en faisant attention à nos contacts, indiquant qu'il ne fallait côtoyer que 10 personnes différentes par semaine. Bon, ben là, c'est encore une connerie qu'il a dit. Hein. Donc, comment tu veux éviter les contacts? Déjà, quand tu prends le RER B, de toute façon, tu es en contact avec plein de gens. Pour faire la distanciation sociale, c'est impossible. C'est impossible, franchement, c'est impossible. Essayer de prendre par exemple, moi, quand je vais travailler, je pars à 5h30. Donc, je pars à 17h30 pour prendre le RER B. Et je peux vous assurer que déjà, trouver une place assise, c'est difficile. Mais on est tous serrés comme des sardines. Et donc, il n'y a pas de distanciation sociale. C'est vrai que la plupart des gens ont des masques. Certains ne mettent pas des masques. Et de toute façon, vous ne pouvez pas trop empêcher les gens ou les forcer à mettre un masque. Donc il y a des gens qui en ont marre de mettre les masques. Surtout qu'on leur a dit au début, le gouvernement leur a dit que c'était pas utile de mettre des masques. Donc effectivement, les gens se méfient et les gens se disent que de toute façon, le gouvernement n'arrête pas de raconter des conneries. Donc on ne va pas suivre ce que dit le gouvernement français. Donc je comprends pourquoi les gens ne portent pas les masques, effectivement, et ce directeur de la santé qui n'a pas arrêté de répéter qu'il y avait tant de morts chaque jour a encore dit une connerie. Donc, si on fait attention, on peut parfaitement maîtriser l'épidémie, devenir des acteurs majeurs de la lutte contre le coronavirus. Jérôme Salomon, directeur de la santé, directeur général de la santé. On nage dans un grand délire, Jérôme Salomon et son discours ahurissant, voilà, bon bref. Donc les internautes se déchaînent contre Jérôme Salomon, et effectivement les internautes ont raison. Ah oui, ben c'est carrément grave ce qu'ils disent. Hein. Jérôme Salomon est une sombre ordure, rien n'a évolué dans les hôpitaux, il doit être jugé pour mensonge, tout est fait pour enlever nos libertés. Pour rappel, les écoles sont toujours ouvertes, c'est quand le procès. Donc effectivement, il y a des gens qui se déchaînent contre Jérôme Salomon. Ah ouais, je vais vous faire des copies d'écran. Non, c'est intéressant. Donc là, je vais faire une copie d'écran maintenant et je l'ajouterai sur ma vidéo. Donc juste une petite seconde. Voilà, je fais une copie d'écran de ce que certains internautes disent.
En tout cas, il se déchaîne contre Jérôme Salomon. C'est intéressant. Je pense que ma vidéo va être un peu longue. Voilà, voilà. Là, c'est les actualités de Yahoo en fait. Là, je suis sur les actualités de Yahoo. Donc, je vous ai dit à partir de Google. Mais Google donne aussi les actualités de Yahoo. En fait, on peut parfaitement maîtriser l'épidémie. Il n'y a aucune stratégie de l'épidémie, il n'y a aucune stratégie du virus. Je ne sais pas si vous entendez. Le virus qui circule avec nous. Et donc, si on fait attention, on peut parfaitement maîtriser l'épidémie, devenir des acteurs majeurs de la lutte contre l'épidémie. Qui s'appelle vivre avec le virus, c'est ça? Qui s'appelle vivre avec le virus, parce qu'une fois qu'on a compris la prévention, donc aux fameuses mesures barrières sur ce plateau, on peut aussi protéger ses proches et protéger les plus fragiles. On peut protéger ses grands-parents. Ça ne veut pas dire ne pas aller les voir, mais ça veut dire aller les voir dans des bonnes conditions. Par exemple, leur proposer de sortir et d'aller faire un tour dehors plutôt que de rester dans une pièce confinée. Alors, et on peut il y en a aussi freiner cette épidémie avec quelque chose de très simple. Voilà, la vidéo est continue à tourner. Mais en étant attentif au nombre de personnes que l'on Voilà, donc Jérôme Salomon avec ses 10 contacts par semaine. Quand on déjeune avec quelqu'un, quand on dîne avec quelqu'un, c'est un contact. Donc là, j'ai fait des copies d'écran de ce que les internautes disent. Rien que de voir Jérôme Salomon, ça me stresse. Donc effectivement, les internautes se déchaînent contre Jérôme Salomon. Je pense que c'était intéressant de le dire. Et voilà, donc oh là là, oh là là, oh là là, Jérôme Salomon, oh là là. C'est honteux. Il y en a qui disent Jérôme Salomon, c'est honteux. Voilà, bref. Donc ça, c'était Jérôme Salomon qui a déchaîné, comment dire, les critiques en fait. Ah oui, aucun fils de, je sais pas quoi, de pute de juif. Donc là, c'est aucun fils de pute de juif, immersion dans une salle de sport soupçonnée de communautarisme. Quand on dit communautarisme, on parle de musulmans. Et donc, ils ont des problèmes avec les juifs. C'est-à-dire que j'ai eu des conversations évidemment avec des musulmans, notamment une musulmane qui a essayé de me vendre, je sais plus ce que c'était, énergie, mais c'était pas. Donc moi je suis à EDF en fait, j'ai l'électricité d'EDF. Elle était donc c'était une femme musulmane qui voulait me vendre un abonnement. Elle s'est fait passer pour quelqu'un de chez EDF d'abord, et en fait c'était un concurrent d'EDF, mais elle voulait pas le dire. Donc elle m'avait dit qu'elle devait voir le compteur, etc. Je lui ai dit que le compteur, de toute façon, il était dehors. Et au final, elle voulait me faire signer un papier comme quoi je m'abonnais à comment dire, une source d'énergie, d'électricité qui n'était pas EDF. Et cette femme musulmane, en fait, à un moment donné, m'a parlé des juifs et de sa haine vis-à-vis des juifs. Mais c'est pas nouveau, comme je vous dis, puisque comment dire, quand ils voient que je ne suis pas juif, certains musulmans n'hésitent pas à me parler de leur haine des juifs. Donc là, effectivement, c'est un article ou un reportage plutôt, où on parle de l'immersion dans une salle de sport, voilà, avec la haine anti-juif. Donc évidemment, il y a pas mal de salles de sport qui sont, comment dire, avec une forte majorité de musulmanes et qui n'acceptent pas les juifs. Donc le gouvernement entend lutter contre le séparatisme et même si le discours du président de la République se fait encore attendre, de nombreuses associations sont surveillées de près. Le Parisien s'est infiltré dans l'une d'elles, un club de jiu-jitsu de Seine-et-Marne, après avoir eu des informations de soupçons de communautarisme. Donc dans les salles de sport et dans les clubs de sport, que ce soit la boxe thaï ou le jiu-jitsu, le sport de défense, il y a énormément de musulmans, je m'en suis aperçu en y allant, il y a énormément de musulmans qui pratiquent les sports de défense parce qu'ils s'attendent sans doute à une guerre civile. Je pense, et je le sais d'ailleurs, que beaucoup s'attendent à une guerre civile en France, et donc ils se préparent en pratiquant les arts martiaux, en allant dans les sports de boxe, les clubs de boxe, et là c'est du jiu-jitsu. Et donc le Parisien a fait une enquête, le journal Le Parisien a fait une enquête, et c'est à Savigny-le-Temple. Même si rien n'est fait ouvertement, voilà, il faut se plier aux règles du club, à savoir être musulman. Donc si vous n'êtes pas musulman, si vous n'êtes pas compatible musulman, vous n'entrez pas dans ce club. Voilà. Donc il demande même de se laisser pousser la barbe. Donc pour entrer dans ce club de jiu-jitsu, en fait il conseille de se laisser pousser la barbe.
Et il ne faut surtout pas être juif, parce que là, il y a des discours antisémites par les membres du club. Voilà. Des jeunes, souvent sur la conversation WhatsApp du club, ou dans la salle, à l'écart au début, le journaliste infiltré, ensuite convié à s'intégrer par plusieurs membres. Voilà, on lui répond, tant que tu n'es pas juif, tu es le bienvenu. T'inquiète pas, c'est risque rien, il n'y a aucun fils de pute de juif ici. Donc voilà, c'est l'enquête du Parisien. Et je vais faire une copie d'écran. Donc on dit communautarisme pour pas dire musulman en fait. Donc islamique ou musulman, c'est des mots qu'on n'aime pas utiliser dans les médias. Allah au centre des conversations. Un autre élément vient étayer la thèse du communautarisme, l'absence de femmes dans le club. Ah oui, il n'y a pas de femmes dans le club aussi. Non, c'est un club qui est réservé aux hommes, qui est réservé donc aux musulmans. Et donc il n'y a pas de femmes dans le club et il n'y a pas de juifs évidemment. Vidéo et message, qu'Allah l'immense, Seigneur du trône immense le guérisse, qu'Allah le protège, lance le mentor à propos d'un membre qui a sa mère dans le coma. Nina, voilà. Donc en fait, si tu n'es pas musulman, ben, tu rentres pas. Ou tu vas te faire taper. Donc voilà. Ça c'est les informations du jour. Voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc le communautarisme en Île-de-France, c'est souvent le communautarisme, c'est-à-dire tout ce qui est islamique. Donc évidemment c'est interdit aux juifs. Tous ceux qui ont des problèmes avec l'islam, ben, c'est interdit pour eux. Et ensuite, passons. L'héritière retrouve 500 000 euros en liquide dans sa cave. Ben, je suis bien content pour elle. L'appartement du 7e dont a hérité Anne bénéficiait d'une cave dans laquelle se cachait une valise remplie de billets. Elle a prévenu la police qui essaye de retrouver le mystérieux propriétaire de cette somme. Waouh! La fab. Elle trouve une valise remplie de billets de 500 euros. Non, en fait 500 000 euros, excusez-moi, 500 000 euros en liquide. Une femme, chez elle, elle découvre une cave nouvelle, donc elle est propriétaire de cette maison, elle hérite de la maison. Et dans la cave, il y a une valise remplie de 500 000 euros en espèces. Pourquoi la femme va prévenir la police? Pour la dire, j'ai trouvé 500 000 euros en coupures de 100 euros, 50 et 10 euros. En plus, c'est des petites coupures, c'est des coupures de 100 euros, 50 et 10 euros. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ben, ils disent rien. Ils gardent ça pour eux et ils les coulent petit à petit. C'est-à-dire qu'ils vont en profiter toutes les semaines pour faire des courses avec, pour payer tout ce qu'ils peuvent payer en liquide. Donc voilà, bon ben c'est toujours intéressant, c'est toujours comment dire, une découverte de voir qu'il y a des gens très honnêtes et des gens qui appellent la police quand ils découvrent de l'argent, surtout quand c'est chez eux. Quand vous trouvez de l'argent chez vous, normalement il est à vous. Ok? Voilà, bon moi ça me surprend. Scandale d'État. Éric Dupond-Moretti dans le viseur des magistrats. Qu'est-ce qu'il a encore fait ce monsieur? Cécile, au micro de BFM TV, Cécile Mamelin, membre de l'Union syndicale de la magistrature, a tiré à boulet rouge sur Éric Dupond-Moretti, confirmant les tensions accrues entre le garde des Sceaux et les magistrats. Bon, bah, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Attaque à Paris, un responsable de l'ELEVE met en cause le modèle d'intégration français. Bah, en fait, on n'intègre plus les étrangers maintenant en France. Avant, je me rappelle une époque, pour être français, il fallait s'intégrer. C'est-à-dire beaucoup de Français qui venaient de pays d'Afrique du Nord, par exemple, qui venaient du Maghreb, ils changeaient leur prénom, ils prenaient un prénom français. Donc on avait, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Espagnols, des Italiens, des Portugais, souvent ils changeaient leur prénom et ils essayaient de s'intégrer aux valeurs françaises et donc ils respectaient nos lois, etc., nos coutumes, et ils mangeaient même du porc. Combien de fois j'ai vu à une certaine époque, mais c'était tout début, les premiers musulmans quand ils sont arrivés en France, en fait les premiers musulmans, bon les juifs on en avait depuis longtemps, mais j'ai souvent vu des juifs manger de la nourriture qui n'était pas cachère, et au départ je voyais aussi les premiers musulmans en France manger du porc, manger de la nourriture qui n'était pas halal. De toute façon il n'y avait pas de restaurant halal à l'époque. Donc quand j'étais jeune, en fait, il n'y avait aucun endroit halal, aucune épicerie halal, aucun restaurant halal. Il y avait pas de musulmans.
Mais les premiers musulmans, ils ont pris comme habitude de manger comme les Français. Mais ça, c'était au début, parce que les musulmans étaient minoritaires. Maintenant que les musulmans sont majoritaires, en tout cas sont très nombreux, en fait ils imposent leurs lois, ils imposent leurs coutumes. Évidemment ils gardent des prénoms comme le prénom du prophète Mohammed. Et aussi ils mettent tout halal. Je suis dans une ville, la ville du Bourget, où vous verrez pratiquement tout est halal chez nous. Donc voilà, si vous n'êtes pas musulman, bah, c'est embêtant pour vous. Vous êtes obligé de manger halal. On n'a plus le choix, on est en France, c'est un pays qui devient donc islamique et qui va devenir complètement islamique dans quelques années. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas musulman, il faudra quitter la France. Il n'y aura pas trop le choix. Donc l'attaquant, le terroriste qui passait à l'attaque donc avec une hachette, donc une petite hache de boucher, en fait la radicalisation, même s'il était au départ, il venait d'un pays musulman, la radicalisation d'après lui, d'après le journaliste, il s'est fait dans notre département, l'Île-de-France, et l'idée qui est fournie par les départements, l'aide qui est fournie par les départements, c'est bon, je vais pas tout lire. C'est Guillaume Durand qui juge que s'il est passé à l'acte, c'est à cause des fréquentations qu'il a eues ici. Donc l'intégration française, comme j'ai dit, il critique l'intégration française, mais en fait il n'y a plus d'intégration française, on n'intègre plus les gens. Ok. Après les kits télétravail. Ah oui, le télétravail, c'est intéressant ça, le télétravail. J'avais dit dans ma vidéo d'hier que j'allais chercher des sites internet de télétravail. Le problème c'est que il n'y en a pas. Si vous voulez trouver du travail, j'ai bien trouvé des sites qui soi-disant parlent du télétravail, mais ils n'offrent pas des emplois. Et il y a toujours les mêmes, comment dire, les mêmes soi-disant offres qui disent que voilà, si vous êtes freelance, si vous payez tant d'abonnements, on va vous aider à trouver un emploi. En fait, on va vous aider à trouver du travail, mais c'est pas un emploi. C'est pas un emploi. Pour moi, un emploi, c'est quoi? C'est un salaire. Pour moi, c'est faire partie d'une entreprise. Si vous êtes freelance, vous payez vos charges, vous êtes à votre propre compte, vous faites des dépenses et vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'argent à la fin du mois, des bénéfices. Non, moi ce que je parlais, c'est trouver un vrai travail, c'est-à-dire avoir un salaire, faire partie d'une entreprise, rester à la maison, d'accord, faire du travail, d'accord, mais ne pas être à son compte. Donc, dépendre d'une entreprise, avoir des butins de salaire. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas en France. Donc, il faut rester sur les sites classiques de Pôle emploi, enfin les sites Monster, tout ça, enfin, les sites classiques d'emploi, mais il n'y a pas vraiment de site dédié au télétravail. En tout cas, il n'y en a pas pour le moment. Je continuerai à faire des recherches et je vous en parlerai à nouveau parce que le télétravail, c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement, mais c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment ouvert en France. Si vous recherchez vous-même du télétravail, ben, vous aurez du mal à en trouver. Ok. Donc je reviendrai là-dessus, sur le télétravail. La taxe d'habitation. Bon, la taxe d'habitation, je la paye toujours. J'aimerais bien d'arrêter de payer cette taxe d'habitation. On verra bien. Oui, c'est Emmanuel Macron qui a fait la promesse que plus personne ne la paiera. Là, j'ai le problème, j'ai la pub à chaque fois que j'essaie de cliquer. Donc, il s'est engagé, le président Emmanuel Macron, c'est peut-être la meilleure chose qu'il a faite, s'est engagé à ne plus la payer. Et malheureusement, j'ai de la pub, donc je ne vais pas pouvoir lire l'article. J'ai la pub, je dois couper la pub, et quand je coupe la pub, je ne peux pas lire. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne la taxe d'habitation, je la paye toujours. On en reparlera plus tard. Suite de l'histoire de l'Américain poursuivi en Thaïlande après un avis négatif sur TripAdvisor. Moi, j'avais lu l'article en fait de cet Américain qui a, à juste cause, émis une critique négative sur un hôtel parce qu'il avait été très mal accueilli. Le problème, c'est que le gouvernement thaï peut punir de peine de prison. Et il a été convoqué par la police, il a dû payer une forte amende d'ailleurs. Le gouvernement donc peut punir de prison tous ceux qui font une mauvaise critique sur vos hôtels, les centres dans lesquels vous restez dans le pays, parce que
le gouvernement thaï, enfin la Thaïlande en fait, a besoin d'argent, a besoin des touristes, et en même temps l'accueil en Thaïlande n'est plus très bon et même très mauvais aujourd'hui. En fait, à cause du coronavirus, ils se méfient des touristes, ils n'aiment plus les touristes maintenant, et donc c'est pas le moment d'aller chez eux parce que les Thaïlandais vous accueillent très mal. Les Thaïlandais accusent les touristes de propager le virus. Et donc, d'un côté, ils disent qu'ils veulent des touristes. D'un côté, ils accusent les touristes de propager le virus. Et si vous faites une mauvaise critique, si vous dites honnêtement que vous avez été mal accueilli, eh ben, on va vous convoquer au poste de police, vous risquez la prison, vous allez devoir payer une grosse amende. Ce qui est arrivé à l'Américain. Et moi, je vous dis que si vous êtes comme ça, si dans votre pays vous êtes comme ça, vous ne supportez pas la critique, surtout quand c'est une critique qui est juste, et bien à ce moment-là, on ne va plus chez vous. Donc la Thaïlande était un pays que j'aimais bien, mais je crois que j'y retournerai pas avant longtemps. Darmarin, qu'est-ce qu'il fait Darmarin? Darmarin ordonne l'expulsion systématique des étrangers menaçant l'ordre public. Dans une circulaire envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur réclame que soient systématiquement exécutées les procédures d'éloignement visant les étrangers représentant un danger dans l'ordre public. Moi, je suis d'accord avec lui. Donc, Gérald, il s'appelle Darmanin. Pour une fois qu'il dit quelque chose de bien, moi, je l'écoute. Ok, donc ça, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Je l'avais déjà dit qu'il fallait expulser les étrangers qui menacent la France. Donc tous les étrangers qui menacent la France, tous les terroristes, si on peut les expulser, on les expulse. Pas la peine de les garder en prison chez nous, ça nous coûtera de l'argent. Il faut rétablir, pour moi, il faut rétablir la peine de mort et il faut systématiquement expulser les étrangers qui menacent la France, les étrangers qui sont un danger pour la France et ceux qui ne représentent pas de danger, on les garde évidemment. Donc il ne faut pas expulser tous les étrangers, il faut garder les bons et se débarrasser des mauvais. Ben, c'est comme faire le tri en fait. Quand vous avez, je sais pas moi, des fruits, vous avez une corbeille de fruits. Les étrangers, ce sont des fruits. Dans une corbeille de fruits, vous avez des fruits qui sont pourris. Qu'est-ce que vous faites des fruits pourris? Vous les jetez, ok? Donc les étrangers, c'est pareil. Vous avez en France des étrangers. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Ceux qui sont mauvais, vous les jetez. Voilà, simplement. C'est comme les fruits. On parle de la deuxième vague du Covid-19. Ok, donc on avait dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Moi, je pense toujours qu'il n'y a pas de deuxième vague d'ailleurs. Mais bon, moi, je ne suis pas du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui décide. Si le gouvernement parle de deuxième vague de Covid-19, notamment à Marseille et à Paris, ils vont sans doute mettre en place un confinement. Confinement que je ne respecte jamais d'ailleurs, personnellement, parce que être confiné, c'est être malade. J'ai pas envie de tomber malade. Mais cela dit, c'est toujours source d'embêtement parce qu'à chaque fois, il faut que j'établisse des papiers. Heureusement que mon employeur m'établit toujours des papiers pour que je puisse circuler librement. Donc je travaille dans la sécurité et comme je travaille dans la sécurité, j'ai le droit de circuler. J'ai le droit de me déplacer pour aller travailler. Donc ça ne m'empêchera pas, même si on confine, ça ne m'empêchera pas d'aller travailler, de sortir tous les jours dehors. Moi, lors du confinement, je sortais tous les jours dehors et je continuerai à sortir tous les jours dehors, même s'il y a un confinement. Voilà. Mais bon, c'est toujours embêtant parce que les gens qui sont confinés tombent malades. Les gens qui sont obligés de rester à la maison, ils finissent par tomber malades, ils finissent par stresser, par manquer de vitamine D, manquer de soleil, et donc au final, ils tombent malades. Donc c'est toujours embêtant pour eux. Le confinement coûte cher et ça rend les gens malades. Donc je ne suis pas pour. Ensuite, défaut d'acculturation scientifique de la population française. Toujours les propos de Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye, donc j'en ai parlé dans une vidéo. Donc celle qui faisait des gaffes quand elle était au gouvernement. Et donc qui essaie de défendre sa cause, d'expliquer pourquoi elle racontait que les masques étaient inutiles. Donc Sibeth Ndiaye qui dit que c'est la faute des Français, voilà. Voilà. Mais c'est toujours la faute des Français, c'est jamais la faute du gouvernement Macron, c'est jamais de leur faute à eux. Quand ils disent des conneries, c'est parce que nous les Français on a besoin d'entendre des conneries, quoi. On a besoin d'entendre les mensonges.
Le gouvernement montait à l'époque, oui, mais c'est parce que nous, les Français, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à comprendre qu'il fallait porter des masques, on n'était pas prêts à entendre des choses vraies. Alors ils ont menti, mais c'est pour notre bien à nous, parce que nous, on est trop bêtes. Nous, Français, on est trop bêtes. Le buzz du jour, un agriculteur du Loiret découvre des godemichés dans son champ. Ça, c'est intéressant. Je ne savais pas que les godemichés poussaient dans les champs. Cédric Boussin n'en revient pas. Cet agriculteur de Père en Gâtinais dans le Loiret a fait une drôle de découverte en récoltant son maïs. Il est tombé sur 3 godemichés roses. Il a posté sur Facebook et Twitter et son message génère des milliers de commentaires et partages. J'ai eu du mal à m'en remettre, explique Cédric Boussin, encore hilar au téléphone. Ce mardi, quand il raconte ce qu'il a découvert vendredi, puis lundi dans son champ à Père en Gâtinais dans le Loiret en récoltant son maïs. Ce jeune agriculteur a trouvé 3 godemichés de couleur rose. Il a aussitôt posté les photos sur les réseaux sociaux. Bah ouais, c'est amusant. Je sais pas qui c'est qui a jeté ces godemichés. Nagui, Mélanie Paget, page surendettée, ruinée, non plus rien. Bon, ça, j'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après son discours sur les séparatismes, Macron va recevoir les représentants des cultes. Je ne suis pas sûr que ce soit utile de recevoir les représentants des cultes. Qu'est-ce que c'est le séparatisme? En fait, le séparatisme, c'est... comment dire? Il y a eu ça, aux États-Unis, il y a eu ça, il y a eu le séparatisme entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que c'est quand une partie d'une population d'un pays décide de ne pas suivre le gouvernement et de demander l'indépendance. C'est ce qui arrive avec les musulmans en France, c'est-à-dire que une partie des musulmans en France ne veulent plus suivre le gouvernement français et veulent un État géré par les lois de l'islam. Donc ils veulent que la charia remplace les lois de la République française. Et c'est ce qui se passait aux Philippines par exemple, où le sud philippin, qui est principalement composé de musulmans, donc une population musulmane, a demandé le séparatisme, a dit donc le gouvernement, la population musulmane donc du sud des Philippines a dit on ne reconnaît plus les décisions de Manille, on ne reconnaît plus le gouvernement de Manille et on décide de faire notre propre gouvernement islamique et que la charia sera notre loi. Donc la charia c'est la loi de l'islam, c'est basé sur le Coran. Et donc le gouvernement philippin de Manille est en guerre contre le sud philippin, donc ça fait déjà des années que ça dure, des années que dure cette guerre, puisque le sud Philippines est financé par les pays du Maghreb, les pays arabes, les pays musulmans, qui leur fournit de l'argent et des armes. Donc c'est une guerre qui dure depuis longtemps, puisque avec l'argent du pétrole, les musulmans philippins du sud des Philippines arrivent à tenir tête au gouvernement philippin. Donc c'est un peu ce qui peut se passer en France quand on parle de séparatisme. Donc c'est la communauté musulmane qui décide de ne plus suivre les lois françaises. Donc ça commence à être le cas actuellement dans certains endroits de la France qui ne reconnaissent plus les lois de la République française et donc qui ont installé les lois de l'islam. Et donc par exemple ça peut être interdiction aux femmes d'aller dans les bars. C'est le cas dans certains endroits du 93, mais c'est le cas dans certains départements d'Île-de-France ou du côté de Marseille aussi, dans certains endroits de Marseille. Donc on a une population islamique qui ne reconnaît plus les lois françaises et donc le gouvernement Macron là parle de séparatisme et se demande qu'est-ce que je vais faire pour empêcher que les lois islamiques, que certains territoires français ne respectent plus les lois de la République française et mettre des ayatollahs pour diriger certaines régions françaises. Donc c'est ce qui est en train de se passer puisque c'est des imams ou des ayatollahs qui désormais dirigent certaines parties du territoire français. Donc ces imams qui sont financés notamment par les pays du Golfe, voilà, pour imposer les lois de l'islam. Et à terme, ce qui peut arriver, c'est que ces territoires qui ne sont plus régis par les lois de la République française, en fait, vont contaminer d'autres territoires français et vont s'opposer ouvertement à la République française, à l'armée française, sachant qu'une partie de l'armée française
est composée de musulmans aussi. Donc on a une partie de la police, une partie de l'armée française qui est composée de musulmans. Et on aura donc une partie de la population musulmane qui va s'opposer à l'autre partie de la population française. Donc une partie qui veulent que la France reste la France et soit gouvernée par les lois de la République française, et une partie de la population française qui sera composée de musulmans, qui veut imposer les lois du Coran, les lois de la Charia. Et donc voilà, ça va être une guerre ouverte, sachant que les musulmans peuvent compter sur le soutien des autres pays musulmans, et donc l'argent du pétrole notamment, donc armes et guerre, armes de guerre plutôt, et l'argent donc qui provient déjà en fait des pays du Golfe. Voilà, donc je ne vais pas citer, mais il y a deux pays du Golfe qui sont très connus, qui financent tous les attentats actuellement en France et en Europe. Et donc ces deux pays du Golfe vont continuer à financer le séparatisme, c'est-à-dire imposer un État islamique en France, puisque la France est le premier pays musulman d'Europe. Voilà. La France est désormais le premier pays, le pays où il y a le plus de musulmans en Europe, et la France risque de devenir le premier pays musulman en Europe. Donc voilà, le gouvernement Macron veut essayer de lutter, mais Hollande l'avait déjà dit, François Hollande l'avait déjà dit, que le séparatisme était l'une des plus grandes peurs. Il l'avait déjà dit, et effectivement, notre gouvernement sait très bien que le fait que le risque en fait qu'il y ait un gouvernement musulman en France, comment dire, pas un gouvernement, mais un gouvernement autonome, on va dire, un gouvernement autonome en France, géré uniquement par des musulmans, cela va arriver. Et ils ne savent pas quoi faire pour l'éviter. Le canular de Cyril Hanouna sur C8, une amende de 3 millions d'euros confirmée. Cyril Hanouna va devoir payer 3 millions d'euros. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Le touriste américain emprisonné en Thaïlande pour ses commentaires sur TripAdvisor, j'en ai déjà parlé. Loana... s'en fiche. Ségolène Royal a retrouvé un emploi. Je croyais qu'elle était députée maire, je sais pas quoi. Bon, je m'en fiche aussi. Il n'y a rien d'autre spécial. Ben, je crois que j'ai fini avec les actualités. Je regarde juste en vitesse sur mon autre téléphone dans lequel j'ai installé une appli. Donc l'application qui s'appelle Alerte Info. Ah, Seine-Saint-Denis, 2 coffres forts volés de nuit dans un hôpital. Donc dans mon département du 93, on a volé 2 coffres forts dans un hôpital, c'est pas bien. Darmanin qui demande de reconduire les étrangers menaçant l'ordre public, j'en ai déjà parlé. La Tunisie, le président veut appliquer la peine de mort, ok. De nouvelles mesures restrictives à Paris, Lyon et Lille à cause du coronavirus. 1 an avec sursis après avoir égorgé un chien. Ah oui, la boucherie gazée attaquée à Lyon par des ados parce qu'elle vendait du porc. Bon, ça j'en ai déjà parlé. C'est des adolescents, c'est une bande de jeunes musulmans qui s'en sont pris à 3 reprises. 3 fois quand même, ils ont attaqué 3 fois une boucherie à Lyon. Parce qu'il a reproché de vendre du porc. Bon, ben, les musulmans continuent à attaquer tous ceux qui vendent du porc. Bon, ça, c'est la France d'aujourd'hui. Ici, vous aurez du mal à trouver des boucheries du porc parce qu'il n'y en a plus. La dernière boucherie qui vendait du porc a été fermée au Bourget. Vous ne trouvez plus que des boucheries halal de toute façon maintenant. Essayez de trouver une boucherie qui ne soit pas halal dans le 93. Je ne sais pas si vous en connaissez une. Ça doit être difficile. Depuis quelques années, ils ont imposé le halal partout. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à trouver une boucherie qui ne soit pas halal dans le 93. Essayez de pouvoir. Je crois que le 93, c'est le département le plus musulman, le plus islamisé de France. Donc, trouver du non halal est très très difficile. Si vous arrivez à trouver une boucherie qui ne soit pas halal, à la limite, j'en parlerai dans une vidéo, ok? Merci. Ok, la profession, brassard noir, Philippe Elisabeth lance un appel à manifester pour sauver sa profession.
Oui, la profession des restaurateurs et des bars, j'en ai déjà parlé, ils sont menacés. En fait, malheureusement, les restaurateurs, les restaurants et les bars risquent de devoir fermer et ils vont mettre la clé sous la porte. Par contre, les fast-foods sont moins touchés. Je pense que les fast-foods arrivent toujours à vendre et je ne peux pas trop dire pourquoi. Pourquoi les fast-foods restent ouverts, pourquoi les restaurants sont fermés, je ne sais pas. Mort de Victorine dans l'Isère, une autopsie déterminante pratiquée ce mercredi. On va savoir de quoi elle est morte. Mais ce que je sais à propos de Victorine, c'est qu'elle avait raté son bus et elle avait été obligée de passer, de couper par une forêt qui est un véritable coupe-gorge. En fait, elle a dû faire, je ne sais pas, 2 km. Elle devait faire 2 km à travers un bois. Ce bois qui est très mal éclairé, ce bois qui est très dangereux. Et elle a sans doute été attaquée par un violeur, donc attaquée et tuée par un homme qui a dû s'en prendre à elle. Effectivement, il faut faire quelque chose. Quand il n'y a plus de bus, ils sont obligés, les gens sont obligés de couper par un bois. Et si vous ne mettez pas, je ne sais pas moi, des lumières, de l'éclairage, si vous ne mettez pas peut-être une présence de police là-bas, il y aura encore des victimes. Donc c'est connu, en fait, c'est très connu ce bois-là pour être un véritable coupe-gorge. Donc malheureusement, la jeune Victorine de 18 ans a été tuée là-bas. Bravo pour cette dame de 71 ans qui a mis 2 euros dans une machine à sous et qui a gagné 2 millions, excusez-moi. Cette femme de 71 ans qui a gagné 2 millions au casino sur une machine à sous. Discothèque fermée. Ah oui, j'avais oublié. Je crois que je vais terminer là-dessus. Donc, on a parlé hier et aujourd'hui, on a parlé des bars et des restaurants. Donc, les bars qui doivent fermer à 22 heures, les bars qui vont peut-être mettre la clé sous la porte, les restaurateurs aussi qui vivent très mal depuis le début du confinement. Ils ont perdu énormément d'argent et les restaurateurs donc vont devoir, enfin certains vont devoir mettre la clé sous la porte. Et effectivement, les discothèques, j'en ai pas parlé. Donc malheureusement, on n'en parle pas trop des discothèques, mais c'est une erreur, parce que les discothèques, depuis le confinement, ils sont toujours fermés, et donc on ne pense pas à eux. Pourquoi c'est une erreur de fermer ces boîtes de nuit, ces discothèques? Parce que en contrepartie, les jeunes, ils vont faire la fête dans des appartements, donc ils louent sur Airbnb par exemple, ils louent des grands appartements, et ils s'entassent à 300 personnes, 300 jeunes, dans un appartement, c'est pas fait pour. Les règles de sécurité ne sont pas appliquées. S'il y a un incendie, s'il y a un problème, il y a eu des problèmes d'ailleurs déjà. Il y a eu un propriétaire par exemple qui est venu parce qu'on l'a appelé pour tapage la nuit à cause du bruit. Il y avait effectivement quand il s'est rendu dans son propre appartement, l'appartement qu'il louait à quelqu'un, il s'est aperçu qu'il y avait 300 jeunes qui faisaient la fête. Il a essayé de les mettre dehors. Il s'est fait taper dessus, il s'est fait rouer de coups. Donc évidemment les jeunes n'ont pas apprécié. Soit c'est des c'est des parties, c'est des soirées qui ne sont pas payantes, soit c'est des soirées avec un ticket pour entrer, c'est des soirées où les jeunes doivent payer, je sais pas moi, une contribution ou doivent apporter à boire par exemple. Et donc c'est des soirées qui dégénèrent dans des appartements, alors qu'avant on avait des boîtes de nuit où il y avait un certain contrôle. Donc on pouvait contrôler les gens, il y avait des agents de sécurité, il y avait des réglementations pour la sécurité, pour les incendies. Là on se trouve avec, depuis le confinement, des soirées qui ont lieu dans des appartements. C'est pas du tout fait pour, c'est pas fait pour accueillir 300 jeunes. Et malheureusement ça finit mal. Souvent ça finit mal, ça va finir encore mal. Ça va finir par des incendies, ça va finir par des morts. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça, il faut que les boîtes de nuit soient ouvertes à nouveau, il faut que les jeunes puissent se libérer. C'est vrai que confiner les jeunes, c'est pas une bonne chose. Ça les rend, ça les énerve en fait, et ils vont faire du grand n'importe quoi. C'est actuellement le cas. Les jeunes, malheureusement, ils ont envie de côtoyer d'autres jeunes. Ils ont envie de profiter de la vie. C'est normal, ils sont jeunes. Ils n'ont pas peur du virus et ils sont prêts à s'entasser à 300 dans un appartement. Tout ça va finir mal. Et en attendant, les boîtes de nuit, elles meurent. Les boîtes de nuit, elles mettent la clé sous la porte. Donc je voulais terminer cette vidéo par une pensée aux boîtes de nuit. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut que le gouvernement autorise la réouverture des boîtes de nuit. Voilà.
Sinon, c'est une profession qui va être finie, sachant que les jeunes ils vont trouver toujours un moyen pour faire la fête. Et ce moyen-là, ça ne sera pas un moyen sécurisé. Ça sera comme par exemple le fait de louer des appartements, le fait de faire des manifestations, des grands événements dangereux. Voilà, donc j'appelle au gouvernement à faire quelque chose, à rouvrir les boîtes de nuit, à faire quelque chose pour que ces jeunes puissent se défouler, puissent faire la fête en toute sécurité. Ça sera mon mot du jour. Et sur ce, merci mes amis pour avoir suivi cette vidéo en deux parties. Vidéo qui est un peu longue et qui va me prendre du temps sans doute pour la monter. Je rappelle que je souhaite faire d'autres vidéos sur d'autres genres. Donc pas que des actualités, mais ça peut être des sketchs, ça peut être des documentaires, toutes sortes de vidéos. Il n'y aura pas de coupure de pub, il y aura peut-être des placements de produits. Voilà, placement de produits. Je veux bien faire des placements de produits, ok, surtout sur les produits que j'aime bien. Donc l'eau de Badois, j'aime bien cette eau minérale, même si j'en consomme pas tous les jours. Donc la plupart du temps, je consomme de l'eau plate. De temps en temps, je consomme de l'eau gazeuse pour me changer de l'eau plate. Et je veux bien en parler. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, soyez en toute sécurité. Parce que la sécurité, c'est important. La santé, la sécurité, c'est des choses importantes. C'est des valeurs à moi, c'est mes valeurs. Mes valeurs sont la liberté, sont la sécurité, sont l'entente, la fraternité. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre et au revoir mes amis.